Bonsoir, messieurs. Mademoiselle, bonsoir. Vous m'avez manqué parce qu'on ne s'est pas vu la semaine dernière. Et vous avez aussi manqué à Barbara, Véronique, Françoise, Rémi, Stéphane et Louis. Et beaucoup d'autres qui l'ont fait savoir sur les réseaux sociaux. Ça alors? Ouais. Je rappelle d'ailleurs à nos téléspectateurs qu'ils peuvent réagir avec le hashtag ZenPP. Je rappelle que nous avons notre nourrin de Gaulle. Pas une grosse moisson la dernière fois, juste 6 citations. Donc ça fait 12 € en plus. On verra ce qu'on fait de l'argent. Allez, messieurs, les chronomètres sont prêts. Ils sont derrière moi. C'est l'heure du match. C'était l'une des priorités d'Emmanuel Macron, faire voter une loi de moralisation de la vie politique et faire de l'éthique et de la lutte contre la corruption une des valeurs fondamentales du quinquennat. Mais premier accro, le ministre de la Cohésion des Territoires, Richard Ferrand, est accusé par le Canard enchaîné et par Le Monde de conflit d'intérêts. Alors forcément, au PS et chez les Républicains, on a tout de suite dégainé. Regardez. Monsieur Ferrand peut se trouver accusé d'abus de biens social, de délit de favoritisme, voire d'enrichissement personnel. Je suis étonné, je dis vraiment étonné de voir le système de défense qui ressemble tellement aux autres systèmes de défense. Ça veut dire qu'il faut qu'il démissionne, soyons clairs. Oui. Doit-il démissionner? C'est son affaire. Alors Eric, est-ce que cette loi est un vœu pieux? Est-ce qu'il doit démissionner? Enfin bref. Bon, élargissons un peu la perspective. Jusqu'alors, l'affaire prenait modérément dans le public parce qu'elle est très technique, c'est beaucoup moins lisible que l'affaire Fillon, et que jusqu'à présent, il n'y avait aucun caractère illégal affirmé. Alors, ce qui complique la chose, c'est que, un peu comme dans l'affaire Fillon, Fillon avait été très critique envers Nicolas Sarkozy, qui imagine le général de Gaulle 2 € dans le Morin, mis en examen, et il se trouve que Richard Ferrand avait tenu des propos extrêmement virulents envers François Fillon. Donc, il y a un côté effet boomerang. Alors, ce qui complique encore la chose pour lui, c'est que la moralisation, c'est le mot-clé du début de quinquennat d'Emmanuel Macron, et c'est même l'objet de la toute première loi du quinquennat, et ça a été la base de l'accord avec Bayrou. Moi, je pense que je m'arrête même pas au côté juridique. Je pense que d'un point de vue politique et d'un point de vue moral, Richard Ferrand ne peut pas rester au gouvernement. Moralement, on ne peut pas vouloir instaurer une république exemplaire et trimballer quelqu'un qui est quand même un peu douteux. Quand on se penche sur le détail du dossier, cette transaction immobilière... Il n'y a pas d'argent public mis en jeu. Il n'y a pas d'argent public, mais cette transaction immobilière qui profite quand même à son épouse, pas à sa proche, à sa compagne. Alors, il dit qu'il n'est pas pacsé, apparemment il l'est quand même, donc il y a encore un doute. Je pense que ce n'est pas possible de rester, que ce serait un acte fort de la part du président de la République de dire que les choses ont changé. Et c'est d'autant plus nécessaire qu'on a entendu une défense à la fois paradoxale et maladroite d'Édouard Philippe qui dit « les électeurs trancheront ». Mais c'est exactement la défense qu'avait produite Fillon. Vous ne pouvez pas dire dans le même temps « un ministre mis en examen doit démissionner » et « les électeurs trancheront ». C'est l'un ou l'autre. Donc moi je pense que pour sortir de ce nœud de contradiction, il faut malheureusement, pour Emmanuel Macron, sacrifier celui qui est non seulement un ministre, mais une des chevilles ouvrières qu'il a portées à l'Élysée. C'est moi. Et voilà. Non mais et voilà. Ah bah oui. Je vous ai dit pendant des semaines et pendant des mois tout ce que je pensais de la prétendue affaire Fillon et de ce putsch médiatico-judiciaire contre un candidat. Ça continue. C'est sans fin, vous comprenez? C'est une plaie ouverte sans fin. C'est-à-dire que la moralisation, c'est, comme le général de Gaulle disait, une poire à chagrin pour un autre sujet. On peut pourrir la vie politique sans fin avec ça, avec des révélations toutes les semaines sur n'importe qui, qu'elles soient vraies, qu'elles soient fondées. Vous comprenez, ça change complètement la donne. On est dans une voie de purification. Et Nolo l'a très bien dit, Fillon qui disait Sarkozy n'est pas assez pur, lui, il n'est pas assez pur. Ferrand qui disait Fillon n'est pas assez pur, lui, il n'est pas assez pur. C'est la logique révolutionnaire. Hein, on est dans une logique robespierriste de il faut toujours être plus pur et on ne trouve jamais... Ça va mal se finir alors, parce que 93, ça va mal se finir alors. Mais ça déjà c'est mal fini, c'est évident. C'est la logique qui est comme ça. Parce qu'en fait, on ne veut pas voir, selon moi, que le problème est ailleurs. C'est-à-dire que ce n'est pas la morale que les gens demandent, c'est l'utilité. C'est-à-dire qu'il y a cette fameuse phrase, mais on n'est pas d'accord avec Nolo là-dessus. Il y a cette fameuse phrase de Chateaubriand, vous savez, qui disait « Les aristocraties ont 3 âges. D'abord l'âge des supériorités,
ensuite l'âge des privilèges, ensuite l'âge des vanités. Ils entrent dans les premières pour finir dans les secondes et mourir dans les troisièmes. Ce que reprochent les Français aux politiques, ce n'est pas l'immoralité, c'est la vanité. Dans vanité, il y a vain. C'est d'être vain. C'est pas contradictoire. Si, non, pas du tout. Je vais te dire pourquoi c'est contradictoire. Parce que on est un peuple qui a 1000 ans d'histoire. En 1000 ans d'histoire, on en a eu des corrompus. On en a eu des tas. Et des nuls et des grands hommes d'État. Un type comme Mazarin était le plus corrompu de toute l'histoire. J'étais sûr. Ben oui. Mais on en a eu des droits aussi. J'étais sûr que Mazarin allait revenir. Mais non, mais je comprends pas. Non, mais attends. Ce que je veux dire, c'est que le peuple français ne demande pas à ses politiques d'être purs. Il leur demande de défendre la France et d'être utile au pays. Éric, je vais avoir... Mais comprends ça. C'est marrant que tu comprennes pas ça. Je dois t'asséner une information. On n'est pas des Suédois. Je vais t'apprendre un truc, moi. Ouais. On n'est pas des quakers mormons. Mais je demande pas ça. Je vais t'asséner quelque chose qui va te faire de la peine, c'est que quelques années ont passé depuis Mazarin. Et les c'est sûr que ça me fait de la peine. Et oui, je sais, tu préférais... parce que la France n'est plus ce qu'elle était à temps de Mazarin. Ah oui, c'est sûr. Ah, ça, c'est sûr. Mais les Français ont évolué. Et ce que tu dis n'est plus vrai. Les gens demandent de l'exemplarité. Mais c'est faux. Mais ça, c'est... Et de la probité. Ensuite, ce que tu appelles la plaie, toi, c'est que la justice passe. Mais la plaie, c'est pas ça, la plaie. La plaie, c'est des dizaines d'années de comportements tels qu'ils sont révélés jour après jour. D'arrangement avec la loi, de petites magouilles, d'enrichissement, de gratter à droite, à gauche, au centre, et les gens n'en veulent plus. Alors, par ailleurs, ils préféraient en effet avoir des gens honnêtes et efficaces. Mais je crois que tu te trompes en croyant que les gens ne veulent pas de l'honnêteté. Et moi je pense que tu te trompes parce que les gens eux-mêmes ne sont pas honnêtes. La France est le royaume des petits arrangements, des petites magouilles, et je te place ma maîtresse, et je te place ma cousine, et je t'arrange avec ça, et tout le monde n'est pas ministre. Mais alors, mais c'est pour te dire que c'est pas ça qu'ils veulent. Bon, j'ajoute une dernière chose un peu ironique, douloureusement ironique, c'est qu'au même moment, il y a Édouard Balladur qui est mis en examen dans l'affaire Karachi, et là, je veux dire, c'est une affaire d'une toute autre importance, et c'est assez comique, peut-être l'adjectif n'est pas bien choisi, mais que l'affaire Ferrand occulte complètement une autre affaire où il y a eu mort d'homme avec des intérêts beaucoup plus considérables. Donc d'un point de vue médiatique, je trouve ça un peu étrange. Voilà. Il n'empêche que je pense que malheureusement le sort de M. Ferrand est scellé. Ah, vous croyez? Je pense. Il doit partir, Eric? Il partira. Moi, je suis pas... moi, je dis... vous savez bien, c'est pas ma politique. Parce que s'il part, ça veut dire qu'une fois de plus, c'est les médias et les juges qui font la politique de la France, comme d'habitude. Non. Donc si, ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Personne n'a demandé à M. Ferrand et à M. Macron de placer la probité au centre de tout. Ils l'ont fait. Il faut que leurs actes soient en rapport avec leur philosophie. C'est ce que je t'ai dit. On en reparlera. Mais ils ne peuvent jamais être assez en accord avec leur philosophie. C'est sans fin. Justement, c'est sans fin. Mais on en reparlera quand même un peu avec Alba. Merci, messieurs. On passe maintenant à notre premier grand débat. Entre le sommet de l'OTAN à Bruxelles, le G7 en Sicile et les rencontres avec Donald Trump et Vladimir Poutine, le président Macron est entré cette semaine sur la scène internationale. Avant de recevoir Laurent Saïm et Jean-Pierre Chevènement, regardez cette question qui fâche de Gaël Atlan et Dimitri Kefelec. De Berlin à Versailles, en passant par le G7 en Sicile, le jeune président, très attendu au tournant, a installé sa stature internationale que nul ne conteste. Sur la forme, moi j'étais heureux de cette rencontre à Versailles. Je n'ai pas de reproche à lui faire de ce point de vue-là. Ça va dans la bonne direction. Il doit y avoir un chemin diplomatique, un sentier en quelque sorte dans les semaines et les mois à venir. Mais c'est surtout à Versailles qu'Emmanuel Macron a consolidé sa nouvelle stature face à Vladimir Poutine, premier chef d'État à venir en France depuis l'élection présidentielle. Russia Today et Sputnik ne se sont pas comportés comme des organes de presse et des journalistes, mais ils se sont comportés comme des organes d'influence, de propagande et de propagande mensongère, ni plus ni moins. Face à son homologue russe, il a tenu à rappeler son extrême vigilance sur les questions qui fâchent, la Syrie bien sûr, et le sort des homosexuels en Tchétchénie. Nous avons évoqué le cas des personnes LGBT en Tchétchénie. Entre fermeté et coopération, Emmanuel Macron a-t-il imposé un nouveau ton bien différent de son prédécesseur ? Regardez l'Irak, la Libye. Est-ce que c'est le bonheur là-bas? Est-ce que ces pays sont en sécurité aujourd'hui? Nous savions tous que Kadhafi était un tyran. Je souhaite que nous puissions organiser une transition démocratique, mais en préservant un État syrien. Dans la région, les États faillis sont une menace pour nos démocraties.
То, что нас объединяет, дает нам основание полагать, что мы можем не только интенсифицировать, но и качественно улучшить наше взаимодействие. Le partage des désaccords, une formule qui définit finalement la diplomatie façon Macron, dire les choses et en même temps pour quels résultats, comme par exemple sur la question ukrainienne. Vladimir Poutine a fait quelque chose qui était absolument illégal. Il faut parler. Je ne sais pas si ça va tout résoudre. J'ai dit au président ce que j'avais à dire, il m'a dit ce qu'il avait à dire, et j'avance. Entre les déclarations et les faits, c'est sur du long terme que la stature de Macron sera jugée, loin des dorures des châteaux et des photos de famille. Et cette question qui fâche. Emmanuel Macron, as de la diplomatie ou roi de la com? Alors bonsoir Laurence Elim. C'était pour moi la question. Non, enfin oui, bien sûr. Vous êtes ancienne journaliste et vous êtes porte-parole d'En Marche sur les questions internationales. Bonsoir Jean-Pierre Chevènement. Vous êtes ancien ministre et plusieurs biographies récentes d'Emmanuel Macron racontent que le président avait voté pour vous le 21 avril 2002. Il n'était déjà pas socialiste pur et dur. Hein. Enfin, Le vote est secret. Bon. Alors, est-ce que pour vous, il a réussi ses premiers pas diplomatiques? Mais écoutez, nous étions brouillés avec les deux chefs d'État les plus puissants de la planète sur le plan diplomatique, les plus actifs. Hein, le président des États-Unis et le président de la Russie. Et j'observe qu'après ces initiatives prises par le président Macron ou les réunions internationales du G7 et de l'OTAN, eh bien, nous sommes, sinon réconciliés, du moins en de bien meilleurs termes, et que nous allons pouvoir aborder au fond les problèmes qui demeurent, parce que les problèmes demeurent. Mais néanmoins, c'est un changement considérable qui sort la France d'un certain isolement diplomatique. Nous étions un peu hors jeu, et même tout à fait hors jeu en Syrie. Sur l'Ukraine, nous ayons pris une initiative, les accords de Minsk. Il faut maintenant passer à l'application. Messieurs. Mais la question qui se pose, c'est qu'en effet, c'est comme si au tennis, il a rencontré Merkel, Trump, Poutine, c'est comme si quelqu'un qui dispute son premier Roland-Garros, les 3 premiers tours, c'est Nadal, Federer, Djokovic. Mais il a fait des balles avec eux. Le match n'a pas commencé. Est-ce qu'on peut espérer que dans les 3 cas, il puisse obtenir des résultats concrets? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut obtenir une Merkel un petit peu plus européenne et un peu moins allemande? Est-ce qu'on peut obtenir que les États-Unis restent dans l'accord de Paris? Je prends un exemple de chaque. Et est-ce qu'on peut espérer, en effet, que les paramilitaires russes évacuent l'est de l'Ukraine? J'ai l'impression que la Crimée est passée par pertes et profits. Je n'en parle pas. C'est ça qui compte. Parce que les débuts... Il faudrait vraiment chipoter pour dire qu'il a échoué. C'est plutôt réussi d'un point de vue formel, d'un point de vue de la communication. Mais est-ce que ça peut vraiment être suivi des faits? Non, il y a autre chose que de la communication. Il y a des gens qui se parlent au plus haut niveau, très rapidement. Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir il y a moins de 2 semaines. Et en moins de 2 semaines, eh bien, il remet de manière incroyable la France dans le paysage mondial, avec un rayonnement international, avec des gens qui parlent de cette nouvelle France, de ce dirigeant de 39 ans qui parle couramment anglais. Ça a son importance parce que le dialogue est direct lorsque vous parlez à Donald Trump et puis lorsque vous avez des échanges au sommet de l'OTAN, mais aussi au G7. Et au-delà, encore une fois, des effets de communication, de commenter la poignée de main, pas poignée de main, il y a des choses concrètes qui se sont passées. Vous avez en tout cas raison de le dire. Ce qui va se passer sur l'accord de Paris, c'est très important. Et Emmanuel Macron a été très ferme là-dessus par rapport à Donald Trump, qui l'a bien compris et qui, pendant le déjeuner, lui a dit « Vous savez, moi, j'ai des pressions incroyables chez moi, mais je vais quand même réfléchir. » Et c'est ça la diplomatie. C'est parler directement à des gens, même si on n'est pas d'accord avec eux, avoir un dialogue franc, essayer de faire des choses. Par rapport à Poutine, moi, vous le savez, dans une autre vie, j'avais pas mal d'expérience. Je n'ai jamais vu une conférence de presse avec cette telle franchise, cette telle clarté. Et Emmanuel Macron, eh bien, 10 ans devant Poutine, des choses incroyables, notamment sur les médias russes. Si François Fillon ou Jean-Luc Mélenchon avaient invité Vladimir Poutine 15 jours après l'élection, s'ils avaient été élus, on aurait crié, ça aurait été très violent, vous ne croyez pas? Moi, je crois, en tout cas, qu'en ce moment, on vit dans un monde très difficile. Il y a un monde qui connaît des crises. Il y a une Amérique qui est quand même dirigée par Donald Trump avec beaucoup d'incertitudes, même si d'une certaine manière, Wall Street ne faiblit pas par rapport à Donald Trump. Mais c'est un monde un peu anxiogène. Il y a une menace terroriste que l'on connaît tous. Et je trouve bien que quelqu'un essaye de rajeunir tout cela et se pose comme un dirigeant français crédible et aussi un dirigeant européen. Parce que ce qui se passe avec Merkel, c'est aussi important. Je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a
une vraie relation de confiance entre la chancelière et le président français. C'est les suites de la confiance qui nous intéressent. Oui, mais ça va se passer. À un moment donné, on peut laisser un petit peu de temps et voir les choses. Ce qu'on salue aujourd'hui, et je crois qu'il faut quand même le reconnaître, même Florent Philippot est en train de le dire, il y a quand même quelque chose qui s'est passé qu'on avait rarement vu, avec un engouement autour de la France. C'est pas simplement un effet mode, c'est une nouvelle manière de faire de la diplomatie internationale. J'ai un peu de mémoire et je n'ai jamais vu de mémoire un président rater ses premiers jours diplomatiques. Jamais. Alors basez-vous sur ni des Sarkozy, ni Hollande, ni Chirac, ni Mitterrand. Tous ont très bien réussi leurs premiers jours, tout simplement pour deux raisons. La première, c'est qu'un nouveau est toujours bien accueilli. Et deuxièmement, que ce genre de G7, de sommet, est complètement calibré avant. Les Sherpas, ils pourvoient, tout est réglé au mot près, au pas près. Donc les présidents, en fait, n'ont rien à faire. Je me souviens que Sarkozy avait très bien réussi aussi son G7, il était tout content, que Hollande avait très bien réussi, que Chirac était le roi du monde, qu'il était déjà copain avec Poutine. Mais vous aviez vu une conférence de presse comme ça, entre par exemple Vladimir Poutine et Jacques Chirac? Bien sûr, j'en ai Mais déjà avec vu. une telle clarté, avec Bien un sûr, président... mais d'ailleurs c'est très marrant parce que je trouve que les médias français, mais c'est tout à votre honneur, parce que là vraiment, c'est plus des journalistes, c'est des historiographes du roi. C'est-à-dire qu'ils sont là à chanter les louanges du petit roi. J'ai pas l'impression en ce moment que c'est impressionnant. Non, moi j'ai l'impression que les médias font leur travail, ils disent des choses. Oui, leur travail d'historiographe. Non, vous avez raison. Non, pas forcément. Et je vais pas aller plus loin là-dessus, mais je pense je pense que les journalistes français, ils font leur travail sur plein d'autres choses en dehors de l'international, et ce n'est certainement pas moi qui vais critiquer les médias français, mais par contre, ils font pas de l'historiographie. Ils sont en train d'observer une nouvelle manière de faire de la diplomatie internationale. Non, il n'y a pas de nouvelle manière. Non, ne me faites pas le numéro de la nouvelle manière. Moi, je crois quand même, et après, la nouvelle manière de faire de la politique, la nouvelle manière et la nouvelle manière de faire aussi des pâtes au pisto. Non, mais je voudrais... Mais non, mais écoutez... Vous êtes provocateur à souhait. Il sait quand même... Oui, il s'est passé quelque chose quand même. Non, quand il s'est rien passé du tout. Alors, Jean-Pierre Chevènement, je voudrais venir au secours de Madame Haïm. Allez-y. On n'en a pas besoin. Il y a une chose que vous avez dite, Monsieur Zemmour, qui n'est pas exacte. Dites-moi. C'est que ce n'est pas seulement de la communication, des premiers pas réussis qu'auraient réussi tous les présidents de la République nouvellement élus. Je pense qu'un axe a été fixé au terme de cette rencontre avec Vladimir Poutine, qui était quand même une initiative du président de la République, une initiative importante. Et l'axe qui a été fixé, c'est la priorité à donner à la lutte contre le terrorisme. Et on est allé assez loin dans la description de l'accès humanitaire aux différentes zones du territoire syrien. On est allé assez loin dans le fait qu'il faudrait négocier avec toutes les parties, y compris les représentants de Bachar el-Assad, ce qui est une rupture avec la position antérieure, qui était erronée, parce qu'il faut le dire, sur la Syrie, notre position a été très rapidement une position erronée. Nous avons sous-estimé les appuis dont disposait Bachar el-Assad, et nous n'avons pas vu que l'opposition à Bachar el-Assad allait être très rapidement dominée par les islamistes rattachés à Al-Qaïda, le mouvement Al-Nosra. Donc notre politique était fausse, je l'avais dit à l'époque, il ne faut quand même pas jouer toujours plus à l'ouest qu'à l'ouest. Il y a des considérations objectives, réelles, et je pense que Emmanuel Macron, sans faire aucune concession sur un certain nombre de points tout à fait essentiels, a trouvé le juste équilibre. C'est sa caractéristique, c'est qu'il considère que la réflexion doit irriguer l'action. Et que par conséquent, sur cette affaire-là, eh bien, il était normal d'être plus près des faits pour mettre un terme à cette guerre qui n'a que trop duré. Moi, du coup, j'ai un peu de mal à comprendre la position exacte sur la Syrie. Moi, ce que j'avais compris... la Syrie, c'est quand même assez simple. Non, moi, ce que j'avais compris dans un premier temps, c'est une position d'ailleurs que j'approuvais, à savoir qu'on discute avec tout le monde,
mais qui n'est pas envisageable qu'à moyen terme, disons, Bachar el-Assad reste au pouvoir. À moyen terme. À moyen terme. Il y a eu une deuxième position où j'ai... sur la suite. Voilà, il y a une deuxième position, je crois que c'est Édouard Philippe qui s'est exprimé, où j'ai l'impression que Bachar el-Assad, on l'oublie et que même s'il reste, en fait, c'est pas bien grave. Moi, je vous avoue que je trouve un peu ambigu. J'avais compris dans un premier temps, il m'a semblé que les interventions ultérieures compliquaient un peu le propos. On fait en tout cas très rapidement une transition politique avec tous les acteurs impliqués par rapport à ce drame pour essayer, au-delà des mots, de résoudre ce drame. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et je crois qu'en termes de communication, on n'a peut-être, d'une certaine manière, pas accentué le message par rapport à Bachar el-Assad là-dessus. Il y a des crimes terribles qui ont été commis en Syrie. Et la volonté du candidat et du président Macron, et il l'a dit pendant sa campagne, c'est pour ça que j'utilise le mot candidat, c'est que quelle que soit la nature de la sortie de Bachar el-Assad, jusqu'au bout, Emmanuel Macron, avec vraisemblablement des instances internationales, fera que Bachar el-Assad et les siens devront répondre de leurs crimes. Il y a une notion... Oh, moi c'est clair, oui. Voilà, ça c'est clair, il l'a dit, il le fera. Madame Haïm. Non mais attendez, moi ce que je voulais vous dire aussi, Eric, parce que je sais que vous aimez beaucoup les formules, etc. Non, et c'est vrai, rien du tout, j'essaie de m'exprimer clairement, bon, c'est pas non, pareil. non, mais je voulais simplement vous dire, vous savez, on est dans le règne, et vous le savez bien, de l'information continue. Donc c'est très facile de critiquer les choses quand elles marchent bien, les belles poignées de main, deux hommes qui marchent, des gens qui se parlent, etc. Je peux vous assurer qu'il y a eu du fond. Je peux vous assurer qu'il y a eu du fond dans le déjeuner entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Il y a eu une volonté de dialogue, il y a des choses nouvelles qui se sont passées et au-delà des images de communication qu'on voit beaucoup parce que maintenant, par rapport à il y a 20 ans, on est dans le règne de l'information continue, eh bien, il y a vraiment dans les premiers pas diplomatiques d'Emmanuel Macron des choses importantes qui se passent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de fond, je ne dis pas que M. Macron est sans fond, je ne dis pas qu'il ne réfléchit pas, je n'ai jamais dit ça. Je dis simplement que tous les présidents, qu'ils s'appellent Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, eux aussi réfléchissaient, eux aussi n'étaient pas des imbéciles, et eux aussi, quand ils discutaient avec les présidents américains et russes, il y avait du fond. C'est tout ce que je disais. Mais vous avez raison. Non, mais vous avez raison de le dire, mais c'est parce qu'ils prennent très à cœur quand ils arrivent je suis d'accord, évidemment. La notion d'être président de la République Deuxièmement, française. quand vous dites pour Poutine, moi je note, quand je vous parlais d'historiographe du roi, je vais vous dire un exemple très simple. Tout le monde a vanté la réplique cinglante de Macron sur les médias russes qui sont des médias d'influence. Et les médias français n'ont pas beaucoup parlé de la réplique cinglante de Vladimir Poutine qui a dit à Macron au sujet de Marine Le Pen et de sa rencontre avec elle qu'il n'estimait que les problèmes d'identité que rencontraient les peuples européens n'étaient pas négligeables. Là, les médias français ont passé sous silence. C'est ça que je vous dis quand je vous parle d'historiographe du roi. Ça veut dire qu'il y a un biais idéologique des médias français quand ils rendent compte de ces premiers pas diplomatiques. C'est tout ce que je disais. C'est pas... Moi, dans mon rôle aujourd'hui, je ne peux pas répondre pour les médias français. Mais je suis d'accord. Alors, est-ce qu'on peut continuer sur la Syrie en éclaircissant un autre point? Il a dit, le président Macron, il y a une ligne rouge, c'est les bombardements, l'utilisation d'armes chimiques. Et la formule qu'il a utilisée, c'est la France ripostera. Il n'a pas dit la France avec un tel, ou la France après concertation avec un tel et un tel. Apparemment, ce serait une décision unilatérale, une frappe décidée et exécutée par la France seule. C'est un sujet sensible. Et je pense que chaque mot a son importance. Donc je vais respecter le verbatim du président par rapport à ce sujet sensible, parce que vous savez encore une fois que dans ce genre de choses, eh bien, on peut vraiment déraper très facilement. Il y a en tout cas une volonté de ne pas être inactif lorsqu'il se passe des crimes ineffables contre des populations civiles. Et je crois que c'est la volonté du président Macron de dire, voilà, s'il y a des bombardements chimiques qui se passent contre des populations civiles, la France, effectivement, ne restera pas sans rien faire. Encore faut-il vérifier que ça qui soit bombarde qui. Exactement. Et on sait très bien l'expérience des guerres yougoslaves. Vous êtes sûrement familière. Absolument. Vous connaissez bien l'affaire du marché de Sarajevo. Absolument. L'obus de mortier qui était censé être serbe était en réalité bosniaque. Donc il est extrêmement facile d'opérer des manipulations, non pas seulement dans l'information, mais sur le terrain. Et par conséquent, d'enclencher, à partir d'un incident qu'on ne connaît pas très bien, une riposte qui va au-delà.
Je pense qu'il faut quand même toujours... Non, mais vous avez raison. Vous avez raison. Attendez, 2 secondes. Vous avez raison, mais je crois qu'à un moment donné, par rapport à des sujets très graves, où des gens sont tués de manière atroce, eh bien, il est bien de réaffirmer des grands principes. Et là, effectivement, c'est une manière pour Emmanuel Macron de dire fortement, moi, je serai très vigilant et je ne laisserai pas faire. Vous me parliez tout à l'heure de nouvelles façons de faire de la diplomatie, de la politique. Sauf que là, c'est typique. Il met ses pas dans ceux des néoconservateurs occidentaux, qu'ils soient américains ou de François Hollande ou de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire, je précise, c'est-à-dire que on estime qu'au nom des grands principes, au nom de la morale, au nom du droit, on a le droit de bombarder n'importe qui. Mais de quoi on se mêle ? De crimes contre l'humanité. Non, il n'y a pas. Monsieur Chevènement l'a dit très bien, on ne sait jamais d'où ça vient. De quoi on se mêle ? Ce que je trouve très intéressant, c'est... Est-ce qu'on est en guerre avec la Syrie ? Est-ce que c'est la Syrie qui fait des attentats contre Charlie et le Bataclan ? Attendez, ne mélangeons pas tout. Non, c'est important. Là, on parle d'une chose très sérieuse, qui sont, en cas de bombardement chimique, que fait-on ? Emmanuel Macron tient à préciser fermement sa position. C'est ça que je suis. Vous dites qu'il a la position des néoconservateurs. Ce qui est très intéressant, c'est que moi, ce matin, j'étais en train de parler avec des Américains à la Chambre de commerce franco-américaine, et on m'a regardé, on m'a dit, mais Emmanuel Macron, il a vraiment la position de Barack Obama par rapport à la ligne rouge que Barack Obama avait définie. Donc c'est intéressant, vous voyez, ça, c'est une phrase qui il l'a pas fait respecter. Mais attendez, pour le moment, c'est bien de réaffirmer, en tout cas publiquement, fermement, sereinement, qu'on ne laissera pas passer... Oui, mais vous ne répondez pas sur l'essentiel. Est-ce qu'on n'est pas en train de déplacer complètement la réalité de ces rencontres d'une grande importance qui font avancer le problème d'une solution négociée en Syrie et du rétablissement de la paix en Syrie, de même que l'aboutissement des accords de Minsk sur le terrain qui s'inscrit dans la perspective de la levée des sanctions, et on discute là sur le fait de savoir... Vous avez raison. Laissez-moi terminer. Je vous laisse. Sur le fait de savoir si Monsieur Macron s'inscrirait dans la ligne néoconservatrice. D'accord, ok. Ne parlons plus de ça. Ne parlons plus de ça. Je parlais des bombardements. Mais parlons effectivement du règlement de l'affaire syrienne et du règlement des accords de Minsk. En quoi ça a-t-il avancé ? En rien. Eh bien, les accords de Minsk, Monsieur Macron a laissé entendre qu'il y aurait dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines une réunion du format de Normandie, et puis qu'on regardera, à la lumière de ce qui s'est dit, comment les choses peuvent avancer. Vous voyez, encore, chacun sait qu'aujourd'hui, Kiev, c'est-à-dire la capitale de l'Ukraine, refuse la loi constitutionnelle qui permettrait l'organisation d'élections locales dans les 2 districts du Donbass. Et je pense que nous ne manquons pas de pression sur l'Ukraine, qui vit essentiellement des crédits du FMI et des crédits de l'Union européenne, donc des crédits français aussi, et qui est un État qui est quasiment au bord de la faillite. Nous ne manquons pas de pression si nous avons la volonté politique, mais avons-nous la volonté politique ? Moi, je fais le crédit au président de Macron de penser qu'il a la volonté politique, de dire aux Ukrainiens, écoutez, le moment est venu de promulguer la loi que vous avez d'ailleurs votée au niveau de la Rada, mais qu'ils se refusent aujourd'hui à promulguer. Et si on veut un juge de paix, c'est forcément la presse, l'opinion, qu'on publie les accords de Minsk et qu'on voit dans quel ordre les choses doivent s'exécuter. Or, les élections viennent après la réforme, le vote de la loi et la réforme constitutionnelle. Et puis, en tout à fait dernier point, c'est la récupération par l'Ukraine de sa frontière avec la Russie, aux limites des 2 districts de Luhansk et de Donetsk, avec des gardes-frontières ukrainiens. Mais est-ce que les Ukrainiens veulent vraiment récupérer ces populations malpensantes du Donbass ? C'est une question qu'on peut se poser, puisque les relations ferroviaires ont été interrompues à l'initiative de Kiev, et que par ailleurs les pensions ne sont plus payées aux retraités dans ces 2 pays. C'est quand même presque la population de la Belgique. C'est pas tout à fait rien. Donc il faut mettre les cartes sur la table. Il faut dire voilà la réalité. Et de part et d'autre. Parce que certainement on pourra faire des observations à M. Poutine pour le soutien qu'il apporte en sous-main aux milices des 2 républiques autoproclamées. Oui. C'est possible. Qu'en termes délicats, en même temps, ces lui-même fera valoir que, c'est ce qu'il disait dans le Figaro de ce matin,
que les armes lourdes ukrainiennes n'avaient pas été retirées derrière les lignes prévues par les accords de Minsk. Là, partons des accords de Minsk, sachons de quoi nous parlons, et au lieu de blablater constamment et de faire entendre un discours qui est russophobe mais à satiété, hein, partons des réalités. Vous savez très bien que les réalités... Et faisons avancer les choses. Les réalités, c'est aussi que la France, comme l'Allemagne, sont complètement liées par des décisions de l'OTAN qui ont poussé toujours plus loin vers l'Est et qui sont à la base de ce conflit avec Poutine. En l'occurrence, nous sommes liés par l'espèce de consensus européen à 28 et le fait que certains pays font monter les enchères et qui sont un peu les otages. Ça revient au même. Une espèce de consensus européen. Ils sont dans l'OTAN, tous ces gens. La France et l'Allemagne, qui sont les deux pays qui mènent le processus dit de Normandie, hein, eh bien, fassent entendre une voix de responsabilité. Alors Trump et Poutine nous font un peu oublier la première entrevue qui était avec Angela Merkel, parce que c'était très cordial, mais enfin on sent bien qu'il y a deux visions quand même qui s'opposent un peu sur l'Europe. Ça grince un peu. Que veut pour l'Europe le président Macron? Quelle est la nouveauté, puisque c'est le mot qui plaît tant à Zemmour aujourd'hui, quelle est la nouveauté de la vision du président Macron pour l'Europe et plus particulièrement des relations franco-allemandes? Mais une relation franco-allemande extrêmement forte, une Europe de la défense qui se construit, une Europe du numérique qui se construit, une Europe qui sait se protéger. Et la vision, il l'a expliqué pendant la campagne, et c'était tout à fait intéressant. Vous avez en ce moment, d'un côté, l'Amérique Trump, de l'autre, la Russie avec Vladimir Poutine, et puis au milieu, eh bien, il y a la France et l'Europe. Et il a envie que la France et l'Europe aient leur place dans un monde anxiogène par rapport à cela. Et il fera tout pour très vite renforcer la confiance des Allemands en réformant en profondeur la France. C'est pour ça que les réformes vont arriver très vite, parce qu'il faut redonner confiance pour que l'économie redémarre au plus vite. Ça signifie redonner confiance aux Allemands? Mais ça signifie faire des réformes et leur dire que la France est capable de réformer. Madame Haïn, j'entends ça depuis 30 ans. Oui, mais ça, comme nouveauté, vous avez fait fort. Là. Alors là, c'est magnifique. Là, le coup de « il faut que la France redonne confiance », le couple franco-allemand, la confiance, l'Europe de la défense, j'entends ça depuis que je suis petit. Ça n'aura jamais lieu. Mais tout le monde s'en fout. Non, ça va. Il n'y a que la France qui... Ça intéresse que la France, l'Europe de la défense. C'est faux. Ça intéresse tous les gens qui ont voté. Les autres, ils ont l'Amérique. Pour eux, ça s'appelle l'Amérique, l'Europe de la défense. Vous savez, moi, pendant la campagne, j'ai vu des gens qui étaient passionnés d'Europe dans les meetings. Oui, vu le vous drapeau. avez vu une bulle? Non, j'ai pas vu. Vous avez vu les 25%, les gens des métropoles, françaises qui ont voté Macron? Non, j'ai vu une France européenne. Bah oui, c'est la France des métropoles, vous avez raison. Mais pas simplement. J'ai vu des gens qui ne votaient pas simplement pour nous au départ et qui venaient vers nous en disant oui, pour mes enfants, je crois en l'Europe et j'ai envie que quelqu'un défende l'Europe. Vous avez raison, madame, c'est une sociologie. Non, mais j'ai vu des gens qui, encore une fois, avaient le drapeau européen et j'ai vu aussi un jour une candidate qui demandait à des journalistes, lorsqu'elle faisait une interview dans un journal important, de retirer le drapeau européen du studio. C'était toute la différence. Emmanuel Macron, il croit en l'Europe, il veut l'Europe, c'est pas simplement des mots. Vous savez, il est arrivé... Vous savez, Monsieur Chevènement aussi n'est pas tellement favorable au drapeau européen. Il pense que il faut seulement le drapeau tricolore. Hein. Non, mais ne me mettez pas contre, Monsieur Mais Chevènement. je vous mets pas contre. Oui, disons que... Sur l'Amérique. Ne me lâchez pas là-dessus. Hein. Elle vous met un petit Parce que là, je sais ce que vous pensez. Vous n'avez pas le droit. D'un point de vue esthétique, je trouvais que le drapeau français, c'est esthétique. Dans une petite ville de style alsacien, c'était très Moi, bien. je vais vous dire... Alors, on est d'accord. Attendez, j'ai vraiment été personnellement émue en voyant dans ces meetings, pas simplement 25%, mais ces gens qui croyaient vraiment en l'Europe et qui disent il faut faire l'Europe. Non, il y a quelque chose qui se passe. Allez sur le terrain. Allez sur le terrain, Monsieur Zemmour. Les gens sont émus par l'Europe, par l'idée. Mais bien sûr, mais vous savez, ça fait 100 ans ça. Mais c'est un choix de classe, madame. Alors, est-ce que je peux ajouter, merci Monsieur Nolot, de me permettre d'intervenir, que nous avons un gouvernement qui est composé essentiellement de pro-européens, d'européistes, comme on disait. Alors qu'on pourrait imaginer que les autres sont à l'extérieur. Mais les choses ne sont pas aussi simples. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les bons et les méchants, les partisans de la mondialisation et les gens qui veulent le renfermer. Je pense que cette opposition de l'ouvert et du clos est excessive. Un pays doit s'ouvrir, en même temps il doit être solide sur ses bases. Donc il faut être plus fin, plus proche des réalités.
Et puisque nous avons des partisans acharnés de l'Europe, comme Madame de Sarnez et beaucoup d'autres qui sont dans le gouvernement, ils vont être au pied du mur. Ils vont avoir à affronter des problèmes dont nous savons très bien qu'ils demeurent. Hein. Une croissance trop lente, un chômage de masse, le Brexit, les réfugiés, le terrorisme. Bon, tous ces problèmes demeurent. Il va falloir les résoudre. Donc ils sont à pied d'œuvre. Moi, je vais les juger sur les actes. Je ne leur fais pas de procès d'intention. Je pense que, connaissant bien certains d'entre eux, ils valent mieux que l'apparence qu'ils donnent quelquefois. Hein. Et quelques-uns sont très bien. J'ai beaucoup de considération et d'estime pour un certain nombre de membres du gouvernement que je ne vais pas énumérer parce que les autres en souffriraient. On va les voir dans l'action. Et c'est l'action qui fera la ligne de partage. Moi, je suis européen. C'est-à-dire pour une Europe qui va de l'Atlantique à la Russie. Pardonnez-moi, on est tous européens. Non, mais par ailleurs, M. Chouinard, on est tous européens, c'est une géographie, l'Europe. Ah non, mais attention, dans le monde du XXIe siècle, entre la Chine et les États-Unis, qui sont les deux puissances dominantes, structurantes, une nouvelle bipolarité, il est important qu'il y ait une bonne entente entre tous les pays européens, si possible. Mais j'ai noté que vous avez noté jusqu'à la Russie. J'ai noté jusqu'à la Russie, mais je conçois aussi entre la France et l'Allemagne, on doit se parler constamment, on doit aller au bout des choses, on doit... Mais tout le monde est d'accord avec ça. Il y a non pas une défense européenne, parce que je crois que les l'a choisi, mais une alliance européenne de défense, comme disait M. Le Drian. Vous voyez que je cite mes sources. Je pense que c'est plus réaliste quand on sait ce que sont nos armées. Hein, qui sont quand même très différentes de ce que sont nos opinions publiques. Donc voilà, il faut avancer vers une entité européenne stratégique. Monsieur Chevènement, ça veut dire... Ah non, Éric Zemmour, non, mais je répondais à M. Nolot. Oui. Par ailleurs, M. Chevènement, est-ce qu'il ne s'esquisse pas quelque chose que vous devriez approuver, c'est que Emmanuel Macron a l'air de considérer que la France doit occuper une position particulière par rapport à la Russie et aux États-Unis? On voit qu'avec Merkel, ça se passe très mal, avec d'un côté la Russie et de l'autre les États-Unis. Il y a quelque chose d'un peu gaulien aussi, quelque chose de particulier à la France, une voix particulière dans l'Europe. Il y a la voix de l'Europe, qui est d'ailleurs assez ténue, et puis la France a une voix particulière à faire entendre. Il me semble que ça s'esquisse. Oui, je pense que M. Macron a eu la grande intelligence de réparer ce qui avait été cassé avec M. Trump et M. Poutine. De prendre langue avec des dirigeants importants comme M. Erdogan et M. Modi qui sera à Paris, qui viendra déjeuner à l'Élysée ce samedi. Mais M. Modi, c'est le dirigeant du pays qui sera dans peu de temps le plus peuplé à la surface de la Terre, qui a une croissance de 8% par an, où nous avons des positions éminentes en matière d'industrie de défense, d'énergie, de services urbains. Donc voilà une diplomatie qui met la France à la hauteur des grands problèmes qui se posent dans le monde et qui aura des effets bénéfiques. Donc les Français le ressentent tous. Et je pense qu'ils donnent une appréciation très positive à ce qu'a fait M. Macron. Sauf Éric Zemmour. Alors, par ailleurs, on peut dire que pour ce qui est de la politique intérieure, ça se compense par un déchaînement incroyable contre ce pauvre Richard Ferrand, qui, oui, parce qu'il faut le dire, on est en train de substituer à la politique la moraline. Le procès d'intention. Merci. On a fait le débat tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure, monsieur Chevènement. Mais je suis ravi quand vous m'approuvez. Non, mais je considère qu'il faut être juste. Ah oui, il faut être juste. Je voudrais simplement renchérir sur ce que vous avez dit sur M. Modi qui sera samedi à l'Élysée. Je crois qu'il y a une volonté française aussi à un moment donné de repenser d'une certaine manière le monde dans lequel on vit. Et par ailleurs, par exemple, par rapport au Conseil de sécurité à l'ONU, on pourrait envisager un élargissement à d'autres pays du Conseil de sécurité. Madame Issa, vous savez bien que c'est un serpent de mer. Mais il faut de temps en temps des serpents de mer, et puis un jour les serpents, eh bien, ça. Mais c'est un serpent nouveau. C'est un serpent nouveau. Est-ce que c'est vous qui avez organisé la petite vidéo avec le président Obama pour la vidéo de soutien à Emmanuel Macron? Parce qu'on sait que vous avez été une grande correspondante aux États-Unis. Écoutez, moi j'ai gardé des liens très proches avec l'équipe de Barack Obama. Et donc, je vais vous répondre ça.
j'ai des liens très proches avec eux. Je les ai suivis en tant que journaliste. Je les ai critiqués en tant que journaliste. C'est pas la question. C'était pas... C'est pour ça que vous avez Voilà. Est-ce que vous avez organisé ça, oui ou non? Je suis très attachée à mettre en relation des hommes et des femmes qui défendent la démocratie. D'accord. Donc vous avez organisé la chose. Voilà. Avec Mais ça vous plus efficacité. vite. Et donc d'excellentes relations. Merci beaucoup, merci Laurent Saïm, merci Jean-Pierre Chevènement d'être venu sur ce plateau. On passe maintenant à notre prochain débat spécial législative à J-11. Ne bougez pas. À droite, rien ne va plus menacer d'explosion après les ralliements au président Macron et la nomination d'Édouard Philippe à Matignon. La droite veut faire des législatives un troisième tour de la présidentielle, voire imposer une cohabitation au nouveau président. Pour en parler, Francis Spinner et Thierry Solère. Thierry Solère, justement, regardez-le avant-après l'élection d'Emmanuel Macron. Avec les mesures que propose Emmanuel Macron, vous avez une garantie. Il se passera rien. Quand je vois François Bayrou, qu'il y a un mois au micro de Jean-Jacques Bourdin sur RMC, expliquait que Emmanuel Macron était l'hologramme de la finance internationale qui souhaitait prendre le pouvoir dans la vie démocratique. Et on le voit aujourd'hui rallier cet hologramme. Il faut surtout envoyer à l'Assemblée nationale des parlementaires qui ne cherchent pas à faire de l'opposition systématique. Je voterai toutes les mesures qui vont dans le bon sens pour l'intérêt du pays. Moi, je suis un député de droite. Je ne suis pas en marche, mais je veux que ça marche. Alors, bonsoir messieurs, bonsoir. Bonsoir Thierry Solère. Bonsoir. Vous êtes candidat LR dans les Hauts-de-Seine et il n'y a pas de candidat LAREM face à vous. Ni candidat socialiste, ni vous candidat avez Mélenchon. Moi, je suis pas DRH, ouais, on se demande comment il a fait. Vous êtes tout seul, quoi. Alors, non, je suis pas tout seul, il y a d'autres. Bonsoir Il y a Francis. Fidel Castro et Thierry Solère. Bonsoir Francis Spinner, vous êtes un grand avocat, vous êtes candidat LR à Paris et vous avez une candidate investie par La République En Marche face à vous et elle s'appelle Marielle de Sarnez. Première question à vous, Thierry Solère, entrons dans le vif du sujet. Vous êtes les Républicains, mais vous ménagez En Marche, qui vous ménage à son tour, et vous dites, dans le sonore qu'on vient de voir, que vous avez envie que ça marche. Bref, est-ce que vous n'avez pas des pudeurs de gazelle? Est-ce qu'il n'est pas temps de rejoindre La République En Marche? Ah mais je ne suis pas en marche et je ne serai pas au lendemain de l'élection législative si les habitants de Boulogne-Billancourt me font confiance. En marche, je suis membre des Républicains. J'ai organisé la primaire de la droite et du centre. Si je voulais aller en marche, je l'aurais dit à mes électeurs. Je ne suis en rien membre de cette formation politique. Je suis membre d'un parti politique qui a perdu, c'est la première fois depuis 1958, l'élection présidentielle dès le premier tour. On a une campagne législative qui est difficile. François Baron a fait un travail très difficile et absolument remarquable. Pourquoi? Parce qu'il y a dans notre famille politique des contradictions. Vous savez, quand il y a des victoires politiques, eh ben, les contradictions, on les met sous le tapis. Et puis un jour, quand vous prenez une vraie défaite, et notamment l'élimination dès le premier tour, eh ben, les contradictions, elles ressortent. Ben, François, il fait vraiment un gros boulot. Moi, je participe de ceux qui disent une chose très simple. Je suis de droite, je n'ai pas changé mes valeurs depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Mais par contre, je prends acte du choix des Français et de ce qui vient de se passer. Et je dis que si nous, les Républicains, nous ne sommes pas majoritaires à l'Assemblée nationale au lendemain de ces législatives, je ne veux pas, parce que je viens d'y passer 5 ans à l'Assemblée, qu'on continue ces postures perpétuelles d'opposition, souvent factices, parce qu'on est dans le groupe qui n'est pas le groupe majoritaire, on s'oppose à tout. Moi, je voterai toutes les mesures qui vont dans le bon sens pour le pays, parce que je pense que la situation du pays impose cela. Monsieur Solère, est-ce que vous les voterez dans le cadre d'un groupe républicain où les gens, les candidats qui ont bénéficié, disons, de la mensuétude d'En Marche formeront un groupe autonome? Non mais... Les constructifs. Moi d'abord, je vois bien, et c'est souvent d'ailleurs une différence d'appréciation que j'ai moi avec les journalistes sur comment ça marche. On n'est pas des députés d'un groupe, et parce qu'on est dans un groupe, on vote ça. Non, moi j'ai été élu député à Boulogne en 2012 face à Claude Guéant, j'avais pas d'investiture. Donc je ne suis pas là pour obéir à qui que ce soit. Je rendais compte à mes électeurs. Et il n'y a pas de mandat impératif. Et il n'y a pas de mandat impératif, je rendais compte à mes électeurs. Je ne dis pas que je fais bien. Mais c'est pas ma question. J'essaye, mais je vais vous répondre, vous allez voir, c'est tout est prévu votre question sur les histoires de groupe. Je suis moi donc membre des Républicains. Je ne vous dis pas du tout que ma famille politique doit se scinder. Je vous dis juste que ma famille politique, moi je participe de ceux qui disent déjà aujourd'hui, et qui le diront demain, que si nous devions être dans l'opposition, nous ne devons pas être dans une opposition stérile, perpétuelle, de posture à chaque fois. En clair, il y a la réforme du Code du travail. Si ce gouvernement était prolongé au lendemain des législatives, je n'ai aucune raison structurelle. Mais ça, vous nous l'avez déjà expliqué. Moi, je vous demande s'il y aura un groupe ou deux. Je ne peux pas faire une question plus simple. Mais d'abord, j'en sais rien. Il n'y a pas de raison qu'il y ait plusieurs groupes. Ah, il n'y a pas de raison. Donc vous l'envisagez pas. Non, c'est pas mon sujet. Est-ce que vous êtes sur la même ligne que Thierry Solère? Ce que je regrette, c'est que
on fasse des déclarations avant une élection qui donnent le sentiment qu'on part vaincu. Je pense que cette démarche était prématurée. Cela dit, il ne faut pas se voiler la face. Comme l'a dit Thierry Solaire, quand on gagne, c'est plus facile de se rassembler. Quand on perd, il y a évidemment des questions qui vont se poser. Nous avons toujours été à droite avec des différentes droites. Il y en a qui sont plus européens, il y en a qui sont plus eurosceptiques, il y en a qui sont plus libéraux, il y en a qui sont plus étatiques. Il faudra donc qu'il y ait une explication au sein de la droite, avec une difficulté. C'est que nous pouvions nous permettre les divisions quand le Front National n'existait pas, et que le premier tour de l'élection présidentielle distinguait schématiquement les deux droites. Aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens, avec un Front National aussi fort, de se permettre ces divisions. Donc il faudra, suivant les résultats des élections, que les uns et les autres nous nous exprimions, et que ensuite, eh bien, les gens tranchent. Et puis en fonction de ce qui sera tranché, certains trouveront qu'il est peut-être insupportable de rester dans un parti qui partirait dans une dérive, je ne dis pas trop à droite, radical, comme dit Juppé. Dans une dérive, d'autres qui à ce moment-là voudront se maintenir, et tout ça c'est de la politique fiction. Pour l'instant, nous avons à affronter une élection législative. Je regardais encore ce matin une enquête d'opinion. Il y a des signaux très contradictoires, puisque une partie des Français disait à 45% qu'ils ne veulent pas que M. Macron ait une majorité, à 42%. Ils vont voter pour lui. Non mais, M. Zemmour, si la politique était une science exacte, ça se saurait. Ce que nous venons de vivre depuis un an doit nous inciter à l'humilité dans le processus. Alors moi, je ne vais pas être humble. Moi, je vais vous dire. C'est pas votre genre. Vous n'aviez pas besoin de le dire, on le savait déjà. Moi, je prends des risques. Mais moi, je prends des risques. Moi, je prends des risques. Vous allez prendre une raclée. Nous prenons des risques parce que nous sommes candidats. Non, mais moi aussi, je prends des risques parce que vous êtes comme pas du tout, pas du tout. Après, on me dit, je me suis trompé, etc. Oui, mais on survit à ça. Ah bah, dans la on survit même à une défaite, vous savez, électorale. Bon. Donc, vous allez prendre une raclée mémorable. Et j'écris, j'enregistre. Vous allez prendre une raclée mémorable. Oui. Parce que de toute façon, il y a une logique de la Ve République. J'ai déjà dit ça dans les émissions précédentes. Je ne comprends même pas que des gens qui se prétendent gaullistes ne comprennent pas la logique de la Ve République, qui est que le peuple donne une majorité au président qu'il a élu. C'est pas toujours vrai, monsieur Toujours. Zemmour. Mais non, excusez-moi, toujours. Sauf qu'en Mitterrand, merci. Voilà. Donc, je la connais par cœur, celle-là. Voilà. Mais c'est Mitterrand lui-même qui dit aux Français « Je ne veux pas d'une majorité ». Et le peuple français l'écoute. C'est lui le roi. C'est lui qui a été élu par le suffrage universel. Deuxièmement... Mais M. Macron a nommé un Premier ministre de droite, oui. Et nous nous proposons de le conforter dans sa majorité en donnant au Premier ministre une majorité de droite. C'est bien, M. Spinner, parce que vous m'amenez à ma deuxième Alors, partie. allez-y, M. Zemmour. Quand M. Solaire dit « je suis de droite », oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Très simple. Non. Si vous posez la question, allez-y, répondez. C'est bizarre. D'accord, excusez-moi. Excusez-moi. Il est énorme, quand même. Bon, d'accord, allez-y. Tu as droite. Tu as 10 secondes. Non, mais parce que je vais vous répondre. Non, mais j'allais vous dire. Bon, alors, allez-y. Non. Allez-y. Allez, répondez. J'attends, d'accord. C'est d'être particulièrement attaché à la liberté économique, la liberté d'entreprendre, dans le liberté, égalité, fraternité. Quand on est de droite, on considère que la liberté, c'est une valeur cardinale. Ça veut pas dire que l'égalité et la fraternité n'existent pas. Ça veut dire qu'on met ça en premier chef. Deux, nous on est issus, Francis Spinner qui est candidat dans le 14e, moi à Boulogne, d'une droite qui est une droite républicaine, gaulliste, historique. On est pro-européen. Attention. Attendez. Vous avez employé trois mots. Et troisièmement, on est favorable à l'autorité de l'État et à la restauration de l'autorité de l'État. Voilà ce que c'est être de droite. Alors, vous avez employé trois mots là. D'abord, comme l'a dit très justement Emmanuel Macron il y a, je crois, 1 an ou 2, il n'était pas encore candidat. Le libéralisme, contrairement à ce que vous croyez, est de gauche. J'ai pas parlé de libéralisme. Oui, la liberté, vous dites la liberté d'entreprendre. Ça s'appelle le libéralisme, excusez-moi. Donc ça, c'est de gauche. Pas tout à fait, non. Tout à fait. Chipotage. Bon, vous êtes trop intelligent pour aller dans la caricature. Allez-y. Ouais, d'accord. Et après, vous avez dit... Et après... De nombreuses émissions le prouvent. Il n'y a pas que la droite qui est divisée. Non, il n'y a pas que la droite. C'est le principe de l'émission. C'est pas le principe de votre parti. Mais comme la droite. Et deux, vous avez dit gaulliste, républicain, européen. Ça, c'est
c'est un triple oxymore, si j'ose dire, parce que gaulliste était, je vous rappelle que les centristes ont démissionné contre le général de Gaulle parce qu'il n'était pas assez européen. Républicain, je vous rappelle qu'en 58, la gauche manifestait contre de Gaulle en traitant de fasciste et en faisant un front républicain contre lui. Donc vous voyez, tout ça est plus compliqué. Ce que je veux dire, c'est que quand quand vous faites campagne sur un sujet, ça m'a frappé, nous on est contre l'augmentation de la CSG et M. Macron est pour l'augmentation de la CSG. Où est la droite, où est la gauche? Vous êtes exactement dans le même parti. Il serait bon, et je vous demande aux deux. Non, je caricature pas. Vous caricaturez notre programme parce que d'abord, évidemment... Bah vous avez enlevé tout ce qui gênait de la part de Fillon. Arrêtez de me dire que c'est pour moi qui caricature. Il y a évidemment la politique fiscale qui est un aspect, mais il y a tout l'aspect sur réarmer et réinstaurer l'autorité de l'État. Et dans la lutte contre le terrorisme, il y a plusieurs éléments à prendre en compte et qui sont des éléments fondamentalement de droite. D'abord, nous sommes des défenseurs de la laïcité et nous nous opposons au communautarisme. Et le communautarisme... Notion de gauche. Et le communautarisme... La laïcité au départ. Non. Le communautarisme, nous nous y opposons fermement et dans cette majorité, il y a des relents communautaristes qui nous inquiètent. Donc, si on veut lutter contre le terrorisme, il faut lutter non seulement par des mesures techniques, au niveau de la justice, au niveau de la police, mais aussi par des mesures idéologiques. C'est-à-dire combattre ceux qui, à l'intérieur de notre pays, finalement, en arrivent à la détestation de la France. Nous sommes pour l'exaltation de notre pays. Nous pensons qu'il y a une culture française, Monsieur Zemmour. Nous pensons qu'il n'est pas bien de critiquer son pays à l'étranger et de parler de la colonisation, parce que nous sommes fiers de l'histoire de notre pays. Donc, évidemment, il y a de grands marqueurs. Alors, dans un programme, évidemment, il y a toujours des raccourcis, il y a toujours des éléments qui ne sont pas bien, mais sur le fond, oui, nous avons de grands... Monsieur Spinner, la vérité... c'est que la division passe au milieu des Républicains. Vous le savez aussi bien que moi. Elle ne passe pas entre les Républicains et En Marche, elle passe au milieu des Républicains. Et que tout ce que vous avez dit, ça défrise toute une partie des notables des Républicains, des NKM et des Raffarins et de tous les jupéisés de la Terre, qui ont justement, et vous le savez aussi très bien, ça fait 30 ans que je suis la droite, l'UDF, ce qu'on appelait l'UDF et l'URPR. Et vous le savez très bien que la création de l'UMP a été un grand moment d'entourloupe idéologique faite par Juppé, qui a amené l'ancienne RPR sur les terres du centre et même du centre-gauche. Le programme du RPR de 1990, Éric Zemmour, vous le savez très bien, Thierry. Non, mais c'est très important. C'est très important parce que ça explique pourquoi maintenant vous êtes attiré par En Marche. C'est pas ça le sujet. Non. Mais si. Excusez-moi, nous ne sommes pas tels. Il n'y a pas eu une attiré par En Marche. Il n'y a pas de parlementaires qui sont candidats aux élections législatives avec l'étiquette Les Républicains qui vont adhérer à En Marche. Non, mais ils vont voter C'est un autre sujet. Et c'est pour ça que je vous dis... marrant, c'est la même chose. Mais arrêtez d'avoir des vieux schémas, avoir des vieilles visions. Au fond, on verra bien ce que les Français vont décider. Quand vous vous présentez à une élection, souffrez qu'un parti politique qui présente des candidats s'y présente pour la gagner, l'élection. Bon, c'est difficile. Oui, parce qu'on a perdu l'élection présidentielle. Voilà, c'est tout. On est d'accord. On ne le cache pas. Enfin, il y aura un résultat de la campagne législative. Et moi, je participe de le dire avant, et je l'assume de le dire avant, parce que j'aime pas ne pas dire avant à mes électeurs ce que je ferais s'ils me font confiance à Boulogne-Billancourt. Je dis que si je suis député de droite, les Républicains, dans une majorité qui n'est pas une majorité des Républicains, je ne veux plus qu'on soit dans la posture de l'opposition systématique. Croyez-moi, quand vous arrivez à la... Donc vous serez aspiré par En Marche, mais pas aspiré. Quand il y a une décision, il y a une logique. Quand il y a une décision qui est prise au Parlement, c'est binaire. Vous êtes pour ou vous êtes contre. Voilà. Et bien quand elle va dans le bon sens et que vous êtes proposé par un gouvernement qui n'est pas majoritaire chez vous, si vous votez contre uniquement pour des raisons de posture idéologique, vous ne faites pas avancer le pays. Et je pense que ce schéma-là, il a vécu, que ça fait, et qu'on n'a pas le choix que ces 5 prochaines années ne soient consacrées qu'à ça. Moi, 2022, ça ne m'intéresse pas. Et quoi qu'il arrive, Emmanuel Macron, c'est le président de la République de tous les Français pendant 5 ans. Donc 2022, moi, je m'y intéresserai à la présidentielle, mi-2021. Avant, il faut s'intéresser à redresser le pays et avoir des résultats. Une question sur le proche avenir et sur l'avenir un peu plus lointain. D'abord, je serais moins catégorique qu'Éric Zemmour, mais si la défaite semble plus probable pour vous que la victoire, c'est pour 2 raisons. D'abord, en effet, parce qu'il y a eu un changement de programme par rapport à Fillon qui est un peu déroutant. Et puis surtout, vous dites François Baroin a mené un combat difficile, mais remarquable. Difficile, c'est sûr. Remarquable, je trouve pas, parce que en l'espace de 48 heures ou de 72 heures, on est passé de on va imposer une cohabitation au président de la République à
une demande de désistement réciproque. Moi, j'ai jamais entendu François Baron dès le premier jour parler de ces histoires de revanche, au fond. Pas de revanche, mais simplement, nous avons les moyens. Et au contraire, vous l'avez bien vu, c'est pas la peine de le cacher, il y a au sein des Républicains, on vient d'en parler, 2 lignes très claires, qui ne sont pas obligatoirement irréconciliables. Il y a eu de gauche irréconciliable, on l'a bien vu. Moi, il y a 2 droites irréconciliables aussi. Vous êtes définitif dans le propos. Cette affaire de désistement réciproque, il y a un appel au désistement réciproque. On part d'une position assez dure, du genre, il y aura un 3e tour, la défaite est actée. C'est Gilles Boyer, le député, le candidat aux législatives à Meudon, Chaville, dans les Hauts-de-Seine, qui a fait cette proposition qu'on puisse discuter de savoir quelle sera la position de notre famille politique au lendemain des législatives. Moi, j'ai noté que François Baroin, lui-même, à titre personnel, a dit qu'il était favorable à cela. Vous savez, moi, j'ai mal vécu, je vous le dis clairement. Au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, ma famille politique donne le sentiment de tortiller face à Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Moi, j'ai voté pour Emmanuel Macron. À 20h01, j'ai appelé à voter pour lui. Parce que quand on veut barrer la route à Marine Le Pen, on ne dit pas qu'il faut barrer la route à Marine Le Pen. On appelle à voter pour Emmanuel Macron. Monsieur Solaire, c'est incroyable. Vous faites campagne contre Macron, que vous appelez Emmanuel Macron pendant des semaines, et à 20h01, vous crachez au visage de Emmanuel Hollande, pardon, vous crachez au visage de vos électeurs en lui disant « Ah ben finalement, le Emmanuel Hollande, il est bien celui-là ». Alors d'abord, vous vous moquez de vos électeurs. Alors d'abord, moi, j'ai jamais appelé Emmanuel Hollande. J'ai jamais appelé Emmanuel Hollande. Monsieur Zemmour, je vous ai connu plus de finesse. Oh, ça y est. Non, écoutez. Je me méfie quand on vend sa finesse, c'est que je connais vos trucs. Au soir des élections, quel était le choix? Voter pour Monsieur Macron, dont nous pensons le plus grand mal, ou voter ou laisser par une abstention prospérer Marine Le Pen, qui est pour la France une catastrophe absolue, mais qui a démontré dans cette campagne quel était le vrai visage de l'extrême droite qui n'avait pas changé. Donc, à partir de ce moment-là, je ne vais pas vous demander pour qui vous avez voté, Monsieur Zemmour, mais je suis sûr que vous avez fait en sorte que notre pays ne tombe pas entre les mains de l'extrême droite. Et donc à ce moment-là, mais c'est pour ça que c'est pour ça que je ne voulais pas demander. Mais je ne doute pas au fond de vous que votre fibre républicaine a su s'exprimer. Et arrêtez avec votre fibre républicaine. La République, elle est à tout le monde. Personne ne l'attaque. Il n'y a pas de parti monarchiste dans ce pays. Arrêtez avec ça. C'est un vieux truc. La République n'est pas un parti xénophobe. La République n'est pas un parti qui prône l'exclusion. La République n'est pas un parti du FN que François Baroin de Laurent Wauquiez. Le Rubicon, il est dans les Républicains. Non mais moi, pour vous dire... Nous avons déjà une vie suffisamment difficile pour que vous l'expliquiez en me demandant d'arbitre. Non. J'ai dit que demain... Mélenchon s'est beaucoup mieux comporté que vous, Monsieur Spinner. Vous, globalement. Et oui. Ah bon? Mais oui, bien sûr. J'ai pas trouvé ça. Moi, je vais vous dire. La France, Marine Le Pen n'avait aucune chance de gagner. La vertu, mais c'est pas la question. Marine Le Pen n'avait aucune chance de gagner, premièrement. Écoutez. Et deuxièmement, quand on fait campagne contre Macron, on n'appelle pas à voter pour lui à 20h01. On n'appelle pas à voter pour lui, on appelle à voter. Surtout après. On a le droit, Éric Zemmour, on n'a pas le droit. On a le droit de pas être d'accord, mais alors, je vais vous dire les choses. Je pense radicalement l'inverse de vous. Moi, j'ai fait campagne pour ma famille politique, j'ai organisé les primaires de ma famille politique. J'ai été porte-parole de François Fillon, j'ai démissionné quand il a continué sa campagne malgré sa mise en examen. Il a été jusqu'au bout, il a été éliminé. Moi, j'ai appelé à voter Emmanuel Macron, et je l'assume et je le revendique, à 20h01. Parce que quand on a l'extrême droite, c'est un parti qui vient de l'extrême droite, qui est aux portes du pouvoir en France, on prend ses responsabilités. Vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. Mais c'est pas ça, c'est pas que je suis pas d'accord. Je vous dis que moi, j'assume d'être un député de droite qui dit clairement les choses. Et quand vous dites qu'on est en opposition, en guerre contre Emmanuel Macron, attendez, c'est pas ça mon sujet. Vous avez dit qu'on a méprisé nos électeurs, j'observe quand même qu'ils nous ont suivis. Absolument. Voilà. Il faut dire que Marine Le Pen a tout fait pour. Justement, je dis pas ça avec un air de regret. Non, mais c'est la vérité. Non, mais t'es tombé dans le non, c'est vous qui vous tombez dans le débat d'entre-deux tours imposait de voter pour Macron. Une fois qu'on a vu mais ils n'ont pas attendu le débat. Plus possible. Mais ils n'ont pas. Mais non, ils ont appelé ça le soir même du premier tour. Allez, c'est toi qui dis des bêtises. Et alors? Deuxièmement, c'est parce que nous avions la lucidité, on savait ce que. Oui, vous aviez même la préscience. Voilà. Il y a, je vais vous dire, j'ai retrouvé récemment en lisant un livre d'histoire, un texte de François Mitterrand en 1965, dans le fameux coup d'État permanent, qui dit les gaullistes ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils ont enfermé dans un ghetto électoral les classes populaires. Le ghetto électoral, c'est évidemment le Parti communiste. Et il faut absolument sortir de ce piège pour ne pas laisser le pouvoir aux gaullistes pendant 30 ans, selon le fameux mot d'Alain Perfit.
nous sommes exactement dans la même situation avec ces. Mitterrand vous a laissé dans un piège qui est de mettre dans un ghetto électoral les classes populaires. Maintenant, le Front National a remplacé le Parti communiste. Et vous êtes là à louer et à glorifier le maître machiavélien qui vous a mis dans un piège mortel. Vous comparez deux choses qui sont très comparables. Non, qui n'ont rien à voir pour une raison très simple. C'est que, aujourd'hui, le Front National, mais aussi une partie du Front de gauche, une partie de nos compatriotes, sont dans le rejet absolu de l'Europe telle qu'elle est. Et c'est une vraie ligne de fracture. La sortie de l'euro ou le maintien... Non, ils s'en foutent pas. C'est Philippot. Mais non. C'est Philippot tout seul qui a fait une fixation sur l'euro. Les électeurs du Front National, ils s'en tapent de l'euro. Mais c'est pas vrai. Mais vous savez... Il y a un vote manifeste de défiance qu'on peut comprendre par ailleurs sur les institutions européennes. C'est une vraie ligne de fracture. Comment voudriez-vous, indépendamment de l'aspect moral, qui est à mes yeux primordial, parce que je pense qu'il n'y a pas de politique sans morale, mais il y a aussi cette ligne de fracture sur la conception de l'Europe. Monsieur Spinner, je crois connaître bien les électeurs du Front National. Leur seule hantise, c'est que leurs filles doivent un jour acheter une burqa. Et ils s'en foutent s'ils vont l'acheter en francs ou en euros. Mais ça n'est pas vrai, parce que le Front National est lui-même protéiforme entre le Front du Nord, mais non, dans les anciennes terres c'est des mythes journalistiques. Mais c'est pas des mythes journalistiques, c'est une réalité. Pas du tout, pas du tout. Pardonnez-moi, pas du tout. Qu'est-ce qui va se passer dans votre parti après les législatives? Mais je vous... Qui va prendre le parti? Qui va le diriger? Que des histoires de partis. J'ai pas parlé de ça. On a parlé d'autre chose, là. J'ai parlé d'idéologie. Je sais que vous en êtes capable. On a parlé de tout à fait autre chose. Non, là, vous exagérez. J'ai pas parlé d'appareil, là. Et je conclus, en effet, sur l'avenir de votre parti qui nous tient à cœur à tous. Je sens que c'est sincère. Je sens que vous avez votre petit... Où sont vos mouchoirs? Où sont vos mouchoirs? C'est un sentimental, Nolo. Il faut que vous êtes dans la difficulté, mon cœur a parlé. Il faut que tu le rassures. Je vais vous rassurer. On va apaiser, monsieur Nolo. On va apaiser tout ça. Le sujet qui va être plus important encore que les partis, de savoir comment ça va évoluer. Les partis, ça vit, ça... Mais vous avez raison, ça meurt aussi. Ça meurt, oui. Ça meurt. Enfin, souvent, il y a quand même des grands partis idéologiques. Ça renaît, ça change de nom, et puis il y a des recompositions. Tout ça, c'est très intéressant pour l'esprit. Moi, ce qui va m'importer, c'est qu'est-ce qui va se passer dans les 2-3 prochaines années là. Est-ce que on va continuer à créer du chômage de masse? Est-ce qu'on va continuer à avoir un État qui fait pas son boulot? C'est de la langue de bois. Non, c'est pas la langue de bois. Quand même. Ça, c'est de la langue. On ne présente pas pour la même raison. Moi, je me présente. Éric Delon. Excusez-moi, il y a une question. Je me présente pour une seule... Attends, une seconde, Francis. Je me présente pour une seule chose. J'adore ma famille politique, mais je vous promets que je préfère mon pays. Je me présente pour une seule chose. Pour qu'à l'Assemblée nationale, les réformes dont on a besoin dans le pays, sur un plan économique, sur un plan du code du travail... Vous l'avez expliqué, monsieur Solé. Mais oui, mais c'est ça le sujet. Je vous ai posé une question différente. Vous êtes là sur des histoires de... Mais non, vous avez déjà répondu à ça. Vous dites, Éric Zemmour, que les Français s'en foutent de l'Europe, qu'ils s'en foutent de ça. Non. Qu'ils s'intéressent. J'ai dit... J'ai répondu à monsieur Spinner. Les électeurs du Front. Vous posez une question... Oui, ça, je suis d'accord. Vous posez une question légitime qui n'a rien à voir avec notre situation personnelle, éventuelle ou pas parlementaire. Conclusion rapide, s'il vous plaît. Alors, d'abord, je pense que ce que veut faire M. Macron est dangereux pour la démocratie. Le parti attrape-tout, qui phagocyterait le PS et les Républicains pour ne laisser que les extrêmes comme opposition, c'est malsain pour la démocratie. Donc je pense que le devoir des Républicains, c'est si nous étions minoritaires, c'est d'être un parti d'opposition, quitte à ce que cette opposition ne soit pas nihiliste, absolue, etc. Au sein de ce parti d'opposition, il faudra définir une ligne. Et donc, il y aura une campagne pour l'élection du président. Je regrette que François Baroin ait décidé de ne pas être candidat. Nous aurons plusieurs candidats qui traduiront des sensibilités différentes. Et quel est votre candidat, M. Spinner, par exemple? Mon candidat idéal, c'est François Baroin. Oui, d'accord, mais il n'est pas candidat. Vous venez de nous expliquer qu'il ne sera pas candidat. Mais c'est pour ça que c'est le candidat idéal. Mais monsieur Nolot, comme vous êtes un homme avisé, vous voyez bien que aujourd'hui, c'est difficile. Vous allez faire un effort et vous allez y arriver, j'en suis sûr, et ça va apaiser les craintes que vous aviez. Donc, en ce qui concerne vous voyez à quoi correspond politiquement François Baroin.
s'il n'y a pas François Baroin, je soutiendrai le candidat qui sera le plus proche de ce que représente François Baroin. C'est fini, je suis navrée. Non, parce que quand il y aura des gens qui voteront tout le temps les textes de Macron et des gens qui voteront jamais, eh ben, ça va finir par forcément se scinder. Mais sans parler de l'avenir des partis. Ils voteront pas tout le temps. Ouais, les enfin, textes de 90%. Macron. Par exemple, je suis sûr que Thierry Solaire ne votera pas le budget. Alors, mais Thierry on Solaire... verra. Là, vous avez raison, c'est le vrai test. Non, mais là, vous avez raison, c'est le vrai Vous ne test. voterez pas le budget, mais si on vous propose d'être ministre. C'est pas mon sujet. Je fais pas de la politique pour être ministre, je fais de la politique. Il est spécialiste en langue de bois. Je vais corriger. Je fais de la politique pour être ministre. Et Solaire fait de la politique pour être ministre, à condition que la politique menée soit celle que nous voulons soutenir et pas être ministre. Et ben voilà. Donc c'est pareil. Enfin, si vous soutenez tous les projets... Mais je ne vous ai pas dit que je soutiendrais les projets. Je ne vous ai pas dit Il a dit qu'il prendrait le meilleur de ce qu'il y a dans Marc, c'est-à-dire pas grand-chose, mais quand même. Écoutez, une phrase. J'en ai vu des gars de droite qui vous disent le cumul des mandats c'est fini. Quand le texte sur la fin du cumul des mandats a été mis au vote, ils ont voté contre. Et après ils vous disent que le cumul des mandats faut arrêter. Eh ben moi j'en ai marre de ça. Moi je suis contre le cumul des mandats. J'ai voté la loi qui met fin au cumul des mandats. C'était une loi de gauche. Je m'en fous. D'où que viennent, les lois. On vote les lois qui vont dans le bon sens. C'est ça l'intérêt. Merci beaucoup. Merci messieurs. Merci d'être venus sur nos plateaux. C'est maintenant l'heure d'accueillir notre fringant trentenaire à nous. C'est le boss. Il a l'œil clair et la poigne ferme. Voici Tanguy Pastureau.